Mesdames et messieurs, mes chers collègues, donc je vous propose d'ouvrir, je déclare ouverte la séance du conseil municipal donc du 21 novembre 2022. Traditionnellement, je vais commencer par l'appel. Donc, Madame Lesbat, Présente. Monsieur Lureau, Présent. Madame Brochard, Présent. Monsieur No, Présent. Madame Vinter, Présente. Monsieur Verdon, Présent. Monsieur Messaï, Présent. Madame Goury, Présent. Madame Abadi, Présent. Madame Foran. Monsieur Maître est absent à donner procuration à Monsieur Bertrand No. Madame Lahari est absente à donner procuration à Madame Abadi. Monsieur Koyak. Monsieur Vidou est absent à donner procuration à Madame Malada. Madame Meurin. Madame Maury est absente. Monsieur de la Victoire. Madame Dauvilliers. Monsieur Dauvilliers. Monsieur Tessier est absent à donner procuration à Monsieur André. Monsieur Cholet. Madame Rigbosch. Monsieur André. Monsieur Colombo. Madame Boniface. Madame El Fadi. Monsieur Aguerre. Et Madame Malada. Merci. Alors, donc, nomination du secrétaire de séance. Donc, je vous propose de nommer Monsieur Mathieu Cholet, si personne n'y voit d'inconvénient. Monsieur Cholet, merci. Alors, les communications. Donc, la première communication concerne le groupe scolaire FEDO, simplement pour vous informer que j'ai pu signer le permis de construire de ce groupe scolaire, donc qui sera construit sur le site du château FEDO. Et je voulais profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble des services municipaux qui ont œuvrer à ces travaux, cette première étape réussie, notamment à la direction de l'urbanisme en particulier. Donc les appels d'offres sont en cours, sont lancés pour choisir les entreprises de travaux. Et j'espère que malgré le contexte compliqué et de l'inflation des prix des matériaux, nous aurons les réponses attendues. Un deuxième point concerne l'évolution des horaires du bureau de poste de notre ville. Donc j'avais reçu en septembre les représentants du groupe La Poste qui m'avait exposé une forte baisse de l'activité courrier qui évolue et qui est passée au niveau national de 18 milliards de lettres par an en 2008 à une estimation de seulement 3 milliards en 2030 et de 2,3 millions de clients par jour à 1,2 million aujourd'hui dans les bureaux. Le bureau de poste d'Artigues est lui aussi impacté par cette baisse de clientèle avec moins 28% entre 2018 et 2021. Et aujourd'hui, une moyenne de 115 clients par jour, dont un quart le matin et trois quarts l'après-midi. Alors c'est un constat qui a conduit La Poste à vouloir réduire ses horaires d'ouverture et La Poste nous indiquait qu'elle serait maintenant ouverte tous les après-midi du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi matin de 9h à midi. Donc moi j'ai souhaité communiquer, vous avez pu le voir dès que possible via le magazine municipal sur ces nouveaux horaires afin que les Artiguais ne soient pas pris au dépourvu par ces modifications d'horaires. Et j'ai aussi écrit à La Poste pour demander en contrepartie de cette réduction des horaires du matin un élargissement des horaires vers le soir, 2 fois par semaine les après-midi jusqu'à 18h parce que pour les actifs 17h c'est effectivement beaucoup trop tôt. Je sais aussi qu'une pétition a été proposée en cours de signature, donc je n'ai pas encore le résultat et je suis bien sûr en faveur moi, du maintien d'un service public qui soit le plus efficace et qui soit adapté à l'évolution des modes de vie de la société, tout en étant conscient aussi que la réalité des moyens qui sont attribués à ces services. Alors je précise que ce n'est pas une fermeture du bureau de vote, comme j'ai pu l'entendre, hein, mais une adaptation, une modification des horaires, une réduction par rapport à ce qui était prévu. Donc attention à ne pas donner aussi l'information que le bureau de poste serait fermé, ce qui entraînerait encore plus un risque de désaffection de ce bureau de poste, ce que l'on ne souhaite évidemment pas, puisque nous souhaitons au contraire dynamiser tout ce centre-bourg, et on vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Je vais passer la parole maintenant à Madame Lesbat pour d'autres communications. Oui, merci Monsieur le maire. Donc 3 communications. Donc la première concerne la quinzaine de l'égalité qui, pour nous, s'est terminée la semaine dernière. On avait 3 projets, 2 sur le thème du handicap,
un projet monté par la médiathèque qui était axé sur une autrice qui a écrit sur un AVC, qui a fait une BD sur cette thématique. Et ça, c'était mardi et vendredi. Il y avait une sensibilisation au handisport dans la salle Nelson Payou. Et un autre thème un peu différent, je voudrais vous en dire deux mots, parce que c'est un partenariat avec ce nom et en particulier avec le collège Jean Jaurès, qui est notre collège de secteur. Donc nous avons proposé une pièce de théâtre à ce collège et les enseignants ont été favorables tout de suite et tout le niveau de troisième a été concerné par un spectacle qui s'appelle Martyr et qui traite des problèmes de l'adolescence. Voilà, alors très rapidement, mais je voulais aussi vous inviter à la clôture de cette manifestation métropolitaine qui aura lieu cette fois-ci à Artigues, au Cuvier de Fédot, le 1er décembre à 18h30. Donc, si ça vous dit, vous êtes tous invités. Il y aura en particulier, à l'issue d'un spectacle, avec un trio de jeunes femmes qui sont engagées dans le droit des femmes et qui s'intitule, enfin, ce trio s'appelle Adamé. La semaine de l'arbre. La semaine de l'arbre démarre cette semaine, démarre vendredi. Donc, c'est une manifestation dans le cadre de 1 million d'arbres. Donc vous allez avoir, tous les détails sont sur votre magazine, mais très rapidement, la première grosse manifestation, c'est samedi matin, à partir de 9h, il y a une distribution d'arbres aux Artiguais qui le souhaitent. Il y en a pour 100, l'année dernière, il y avait 100 personnes qui potentiellement pouvaient récupérer des arbres. Cette année, c'est la même chose, il n'y en aura pas 3 par personne. Il n'y en aura qu'un seul, mais beaucoup plus gros et pas à racines nues. Ça, c'est une petite information importante parce que les racines nues, c'est pas évident à planter. L'après-midi, nous planterons un arbre dans l'école élémentaire, avec aussi le conseil municipal des enfants qui va participer à cette manifestation. Les 2 maternelles auront aussi un arbre, mais elles le planteront, eux, sur le temps scolaire ou en fin d'après-midi. Il y aura aussi une exposition, un concours photo avec les jeunes du périscolaire et une conférence avec un chercheur de l'INRA sur la place de l'arbre dans la ville. Et ça, c'est le mercredi 1er décembre à 18h à la Maison éco-citoyenne. Et dernière communication concerne les zones à faible émission de gaz à effet de serre, que l'on appelle la ZFE. Vous allez avoir le samedi 10 décembre de 9h à 11h des personnes qui vont venir informer d'abord la population, pour ceux qui sont intéressés, sur ce dispositif qui va être obligatoire avant 2025 pour les villes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Donc l'agglomération bordelaise est concernée. Donc les habitants des 28 communes seront sollicités pour donner leur avis sur jusqu'à quel point les voitures les plus polluantes seront-elles autorisées à rentrer dans cette zone ou pas, sur la façon de le mettre en œuvre, c'est le faire de façon étalée. Tout un tas de questions pourront être posées à ce moment-là. Et il y aura aussi une réunion publique qui sera mise en place en début 2023. Voilà. Merci. Je passe la parole à M. Lureau maintenant. Alors, quelques mots sur la halle de marché. Malheureusement, je ne peux pas vous annoncer encore la signature du permis, mais c'est vraiment une question de quelques jours. Je pense pouvoir vous le confirmer lors du prochain conseil. Pour autant, je vous confirme que ce qu'on avait déjà évoqué, c'est-à-dire la transplantation des arbres nécessaires à la réalisation de cette halle, est programmée à la fin de l'année. Ça aura lieu entre le 19 et le 23 décembre. Parce que la période s'y prête d'un point de vue transplantation. Et puis, comme ça, c'est en dehors des périodes scolaires, donc on ne gênera pas la circulation à ce moment-là. Dans la même zone, nous lançons pour 6 mois, avec l'aide du collectif Cancan, qui nous a déjà accompagnés sur l'occupation transitoire de Bel-Air avec le succès qu'on connaît, une démarche de discussion sur l'avenir de la place du centre-bourg, qui en a bien besoin. Donc voilà, donc ça démarre aujourd'hui, ces temps-ci là pour 6 mois. Toujours dans le même endroit, Domo France, qui est le bailleur propriétaire des bâtiments qui forment le U,
lance, normalement aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de passer ce soir avant d'arriver ici, mais qui devait lancer aujourd'hui les travaux de remaniement de leur façade. C'est des travaux d'étanchéité des balcons qui éviteront les coulures qu'on voit quand on est dans la coursive devant les commerces et les services, avec un retraitement des façades, des balcons, des nez de balcons et des garde-corps. Tout ça, ça va donner un aspect un peu plus joli. Dans la même zone, nous avons obtenu la validation de la désaffectation de l'école Bel Air. Alors ça peut faire sourire, mais c'est une procédure administrative obligatoire pour expliquer que l'école Bel Air n'est plus une école. Donc on a cette validation de la part de l'Académie de Bordeaux, et c'est un préalable au déclassement global du site pour pouvoir aller plus loin dans notre projet de résidence senior. Donc voilà, il y a la halle, il y a l'aménagement de la place du centre-bourg, il y a la revitalisation des bâtiments, il y a la résidence senior. Tout ça, ce ne sont pas des éléments séparés, c'est un ensemble qui va permettre de redonner du centre à ce centre-bourg, qui va devenir un vrai centre. J'imagine que vous avez tous vu les très beaux reportages de France 3 qui ont été diffusés sur notre commune. L'un des reportages était « Y a-t-il un centre à Artigues ?» Je peux vous confirmer qu'on pourra inviter France 3 à revenir d'ici la fin du mandat et qu'il y aura bien un centre à Artigues bien vivant et bien effectif. Voilà, merci. Merci pour cette synthèse des premiers travaux sur le centre-bourg, le centre-ville, puisqu'on pourra parler effectivement d'un centre-ville maintenant. Je passe la parole à Claire Vinter pour les dernières communications. Merci, monsieur le maire. Donc, rappel, comme tous les ans, la collecte de la Banque alimentaire nationale qui a lieu ce vendredi 25 et samedi 26 novembre, qui est organisée par le CCAS d'Artigues. Donc nous remercions surtout les personnes qui s'engagent bénévolement pour que cette collecte fonctionne bien et soit un véritable soutien aux gens qui en ont le plus besoin. Et malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux. Voilà. Merci. Donc un mot du tableau des décisions du maire. Bon, on a dans le tableau que les élus ont à disposition 9, je ne vais pas tous les citer, mais 9 contrats de cession de spectacle, une décision relative à une prestation d'études et de conseil en assurance en vue de la relance du marché d'assurance, et un avenant sur un contrat pour préciser la validité des bons de commande, mais surtout un point important, très important, donc c'est la souscription d'un emprunt pour financer les travaux d'investissement inscrits au budget, donc le fameux emprunt. L'emprunt de 4 millions d'euros que l'on a pu enfin contracter, puisqu'il y avait eu en début d'année des difficultés avec des décisions prises par diverses banques de bloquer liées au taux d'usure. Donc maintenant tout cela a été débloqué. Malheureusement, bien sûr, la guerre en Ukraine a fait que la situation nationale et internationale a fait que les taux de crédit ont évolué par rapport à ce qu'on aurait aimé avoir. Néanmoins, on a pris quand même un taux fixe. On a pris cette décision. Sur les 5 banques qui ont été consultées, une seule, c'est la Banque Postale, proposait un taux fixe. Les autres proposaient des taux variables. Alors, un peu plus alléchants au départ, mais avec des risques d'évolution absolument incontrôlés. Donc, je n'ai pas voulu engager la commune vers quelque chose d'incontrôlé ou d'incontrôlable. Donc, on a préféré prendre un taux un petit peu plus élevé, mais au moins qui est fixe. Et puis rien n'empêchera dans quelques années, si on espère que la situation va s'améliorer, de pouvoir renégocier ces taux comme ça se fait régulièrement. Voilà. Passons maintenant à l'approbation du procès-verbal du 3 octobre. Je cherche la fiche de circulation. Donc avez-vous des questions sur ce procès-verbal du 3 octobre ? Non, pas de questions, mais je vous propose de le mettre au vote. Donc, qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. À l'unanimité, le PV est adopté et je vous fais circuler la fiche pour de signature. Donc, nous passons maintenant aux délibérations. Et la première délibération, la numéro 83, c'est M. Messei, à qui je passe la parole, qui va vous la présenter. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit d'une délibération modificative. C'est la deuxième que nous passons. La première a eu lieu lors du précédent conseil municipal. Donc, toutes les décisions modificatives qui impactent le budget sont proposées et approuvées par le conseil municipal. Donc, cette
cette présente décision modificative, elle a deux objets. Donc, c'est les opérations de virement de crédit visant à ajuster les dépenses initiales à l'exécution réelle. Et le deuxième objet, c'est l'inscription et la suppression de nouvelles recettes et de nouvelles dépenses. Donc, pour rappel, le budget est composé de deux sections. La section de fonctionnement qui retrace la gestion courante. On va faire un peu de... Ouais. Voilà, ça va mieux. Donc la section de fonctionnement, la section d'investissement, donc toujours la section de fonctionnement qui retrace la gestion courante des services et la section d'investissement, c'est les opérations comptables qui accroissent ou diminuent le patrimoine de la commune. Donc la deuxième délibération pour cet exercice concernant le budget principal sur la section d'investissement, cette deuxième DM s'équilibre autour de 294 000 euros, portant donc à 13,2 millions le montant des dépenses et des recettes de fonctionnement budgétisées en 2022. Je vous rappelle qu'au budget primitif, on était à 12,9 millions. Pour les dépenses de fonctionnement, la deuxième délibération modificative enregistre donc un montant de 309 643 € en dépenses réelles et de moins 15 000 € environ en dépenses d'ordre. Il y a une différence de comptabilisation entre les dépenses réelles et les dépenses d'ordre. Donc au niveau justement de ces dépenses réelles de fonctionnement, l'ADM prévoit donc une augmentation de 430 000 € des charges à caractère général, donc c'est les achats de prestations de services. On verra dans la suite de la délibération que ces 430 000 € sont principalement liés à l'augmentation des fluides qu'on connaît tous. L'autre augmentation, c'est elle est de l'ordre de 5 844 € au niveau des charges de personnel, donc ça c'est les salaires et les cotisations. Et enfin, donc une diminution de 125 362 € au titre des dépenses imprévues. Donc toujours un peu de friture sur la ligne, alors je vais couper. Ouais, je vais parler avec ton micro, donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors justement, là, je décrypte un peu plus en détail l'augmentation des dépenses réelles. Vous le savez, on traverse une crise sur plusieurs domaines économiques et notamment s'agissant des questions énergétiques. Donc là, les 430 000 € que j'évoquais de dépenses à caractère général, en fait, il s'agit pour le coup de 371 500 € liés aux fluides. Donc cette augmentation, cette crise énergétique engendre des coûts qu'évidemment on n'avait pas pu anticiper lors de la présentation du budget d'avant-guerre. Cette prévision donc enregistre également les premiers décomptes finaux du marché d'Alkia dont on a passé le protocole de fin de marché au précédent conseil. Et donc elle opère donc des ajustements dans le cadre de ce transfert sur les différents points de livraison et de gaz par le groupement porté par le SDEG, qui est notre nouvel opérateur. La prévision donc en DM anticipe aussi l'impact de l'augmentation des fluides annoncés par le SDEG et prévoit donc des crédits suffisants pour conserver l'équilibre du chapitre. Donc, par ailleurs, la décision modificative intègre 3 autres éléments, donc un complément de crédit pour l'entretien des bâtiments et du patrimoine pour 14 500 € et au niveau des transports collectifs, donc la prise en compte de la mise en service d'une 5e ligne pour le transport scolaire, ainsi que de l'ouverture de l'ALSH à l'Estrie durant les vacances, du chauffeur municipal pour environ 11 800 €. Et enfin, donc, un ajustement de crédit au titre des frais de télécommunication pour 16 000 €. Donc, concernant justement donc, le pendant des dépenses réelles, les dépenses d'ordre, la DM2 prévoit une diminution du virement à la section d'investissement pour 15 882 €. Donc ça, il s'agit pour les dépenses d'ordre plutôt d'écriture comptable et vous le verrez dans la suite de la délibération, dans la section investissement, on a ce pendant
des dépenses d'ordre. Donc au niveau des recettes de fonctionnement, cette augmentation, on a une augmentation de crédit qui se caractérise par 4 points en particulier. Donc les produits de services et du patrimoine pour moins 10 000 euros. Donc ce sont en fait les nouvelles places disponibles, les quelques places disponibles au cimetière. Les impôts et taxes pour 285 500 euros environ de taxes foncières. Et donc une dotation et participation pour plus 17 800 euros environ. Et ça, il s'agit en fait d'une dotation pour exonération de taxes foncières que l'État nous accorde lorsqu'il exonère justement certains organismes ou certains particuliers. Donc il y a une sorte de réattribution de cette taxe foncière par l'État aux collectivités. Et enfin, donc, les autres recettes pour 1 285 euros. Il s'agit là de reprise sur provision pour financer donc, les différentes créances éteintes. Et on le verra dans la prochaine délibération, justement, il y a une délibération spécifique sur les créances éteintes. Donc au niveau du chapitre 73, c'est là que se situe donc la principale augmentation de cette délibération modificative qui prend acte donc des montants notifiés dans le cadre de la P503. La P503, c'est les notifications mensuelles de recettes, donc notamment au niveau donc, des recettes issues de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc le pendant de la section fonctionnement, c'est la section d'investissement. Donc pour cette section spécifiquement, elle s'équilibre, l'ADM s'équilibre à moins 455 000 euros, portant donc à 9 742 000 et quelques euros pour le montant des dépenses et des recettes d'investissement budgétisées en 2022. Je rappelle justement à titre de comparaison que le budget primitif était à 10 005 000. Donc là, post-délibération modificative numéro 1 et numéro 2, on est à 9 742 000. S'agissant donc des dépenses d'investissement hors opération, la délibération prévoit, donc pour le chapitre 20 c'est les frais d'études. L'intégration des différents compléments d'études pour le projet de HAL à hauteur de 40 000 euros, ainsi que la prévision de crédit pour la maîtrise d'œuvre chargée du projet de chaudière à Fédot. C'est de l'ordre de effectivement 40 000 euros. C'est 40 000 euros justement pour la halle de marché et 47 000 euros pour la prévision de crédit pour la chaudière. La prévision de crédit pour la maîtrise d'œuvre. Au chapitre 204, donc un virement de crédit du chapitre 21 au titre du financement de projet pour la mise en place de l'éclairage public en LED à hauteur de 880 000 euros. En fait, cette comptable public souhaite que cette prévision qu'on avait initialement mis au chapitre 204, il souhaite plutôt la retrouver au chapitre 21. C'est un peu technique, mais il s'agit vraiment d'éléments qui nécessitent une présentation et une approbation. Donc au chapitre 21 maintenant, donc la prise en compte du virement de crédit précité, les fameux millions d'euros qui ont été provisionnés pour l'éclairage LED. Par ailleurs, justement, l'ADM enregistre le report en 2023 des crédits relatifs à la construction de la chaudière de Fédot, compte tenu de la temporalité actuelle du projet. Donc c'est moins 401 000 euros. Les travaux ne se faisant pas cette année, donc on reporte la prise en compte du virement de crédit. Au chapitre 23 maintenant, donc le report des crédits prévus pour la construction de la halle de marché, le début des travaux, comme l'expliquait Thierry Lureau, le début des travaux n'étant pas prévu pour l'exercice 2022, donc on imputera ces dépenses lors de l'exercice 23 au début de ces travaux. Ça fait un report de 205 000 euros. Et donc au chapitre 020 et non pas au chapitre 20, donc la suppression des crédits inscrits au titre des dépenses imprévues pour 337 000 euros. Donc s'agissant maintenant des opérations identifiées pour 478 980 euros, la délibération modificative acte l'inscription de la totalité de la maîtrise d'œuvre pour la construction du groupe scolaire avec plus 425 000 euros environ, ainsi que le complément de crédit
de 54 000 € environ au titre de l'enveloppe prévisionnelle de travaux qui sera ajustée en fonction de la notification des marchés de travaux qui ont été lancés et dont les réponses sont arrivées fin octobre. Donc en fait, on inscrit la part de maîtrise d'œuvre, pour être un peu plus précis, peut-être un peu plus vulgarisateur, on inscrit la part de la maîtrise d'œuvre que l'on payera sur l'exercice suivant. Elle est inscrite, elle est engagée, mais elle n'est pas mandatée. Elle sera mandatée lorsque, justement, le chantier aura débuté. Et ça passera donc en reste à réaliser. Donc en ce qui concerne les recettes d'investissement, la DM numéro 2 prévoit au chapitre 13 donc le report de la recette prévue au titre du C2E, donc c'est le certificat d'économie d'énergie à percevoir pour la construction de la chaudière, étant donné qu'on reporte de quelques semaines ou de quelques mois la construction de la chaudière, on reporte la recette afférente à cette construction. Donc on a un certificat d'économie d'énergie qui nous permet d'engendrer une recette face à une dépense. Donc au chapitre 10, l'ajustement des recettes à percevoir au titre du fonds de compensation de la TVA et de la taxe aménagement, après justement notification des services de l'État et de Bordeaux Métropole pour moins 43 876 €. Et enfin, donc, la prise en compte de la modification du virement de la section de fonctionnement pour moins 15 000 €. En fait, c'est le pendant de la dépense de fonctionnement, de la dépense d'ordre que j'évoquais sur la précédente section. Enfin, donc, la perte de créance éteinte, ça fait également l'objet d'une délibération qui viendra après celle-ci. Donc, le comptable a transmis à la ville un état des créances éteintes, c'est habituel, tous les ans nous la votons. Il s'agit de dettes annulées sur une décision juridique extérieure, ce n'est pas une annulation faite par la ville, par la municipalité, c'est une décision qui s'impose à nous. Et donc le recouvrement justement de ces créances du coup devient impossible et il faut en prendre acte et autoriser justement l'annulation des créances en question. En l'espèce, il s'agit de 1 285 €. Donc il vous est proposé d'approuver cette délibération modificative numéro 2, donc au niveau donc, des chapitres en section de fonctionnement et de son pendant en section d'investissement. Et enfin, de charger Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de cette présente délibération. Monsieur le maire. Oui, écoutez, je vais prendre les questions s'il y en a sur cette délibération. Vous voyez que notamment mon petit commentaire, c'est que les dépenses liées à l'énergie commencent vraiment déjà dès cette année 2022. On ne s'y attendait pas vraiment, on pensait que l'impact serait surtout sur 2023. Mais on voit que ça nous rattrape déjà sur 2022 avec des dépenses très importantes et de l'ordre de 373 000 €. Donc c'est vraiment une somme considérable pour la commune. Donc j'ai une plus grande crainte pour l'année prochaine. Mais je vous laisse peut-être réagir si quelqu'un a des questions. Oui, M. Colombo. Oui, quelques petites questions. Alors effectivement, dans toutes les communes, il y a le vote d'un budget et puis des décisions modificatives qui interviennent tout au long de l'année, puisque les aléas font qu'il y a forcément des modifications à faire. Mais on peut s'interroger quand même, puisqu'on en a voté une le mois dernier, ne serait-ce que sur l'augmentation des dépenses de personnel, 175 782 € je crois, de mémoire. Vous nous aviez dit que c'était dû à l'augmentation de l'indice des agents au mois de juillet, ce qu'on peut comprendre. Et là, ce mois-ci, un mois plus tard, on a déjà une augmentation encore de dépenses sur le personnel de 5 000 et quelques €. C'est pas grand-chose, mais un mois plus tard. C'est quand même compliqué. Donc on peut se poser la question si, comme l'année dernière, en mois de décembre, on ne va pas être encore obligé d'en voter une autre pour pouvoir payer aussi les agents à la fin du mois de décembre. On se pose les questions. Il y a une autre question, c'est 16 000 € en plus de télécommunications. C'est quand même compliqué à entendre.
surtout à l'heure où les forfaits sont tous illimités. Donc, comment comprendre cette augmentation de 16 000 € de télécommunications à l'heure où on doit faire des économies? Je ne comprends pas. Oui, monsieur Messailly. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Colombo. Effectivement, le mois dernier, en octobre, on a voté ensemble la modification, enfin l'impact de la modification du point d'indice. C'est une dépense importante, en plus des fluides, pour 370 000 €, 371 000 €. Là, effectivement, c'est modeste, vous le disiez, c'est 5 844 € très précisément. En fait, il s'agit, on n'a pas volontairement distingué justement ces deux délibérations et ces deux dépenses. Ces 5 844 € sont des dépenses liées justement aux 20 ans de la médiathèque. Il s'agit de techniciens spécifiques, il s'agit d'heures supplémentaires payées aux agents. Il y a eu un travail important fait pour cet anniversaire et il a fallu payer les gens en heures supplémentaires. Il a fallu recourir à du travail intérimaire parce qu'on avait certains techniciens qui étaient en arrêt maladie. Un travail technique un peu plus spécifique qui a nécessité des compétences spécifiques. Effectivement, ça fait 5 800 €. Mais je rappelle effectivement que ces 5 800 € sont sans commune mesure avec l'augmentation du point d'indice. Vous l'avez rappelé, et on est sur un budget primitif de l'ordre de 13 millions et 4 millions d'euros de masse salariale. Donc 5 800 €, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours une dépense dans ce contexte, vous l'avez rappelé. Concernant les frais de télécommunication, effectivement, ils sont de 16 000 €. On partage votre point de vue. C'est des dépenses qui sont élevées et justement, on a une attention particulière sur ce poste-là spécifiquement. Et on veillera justement à une grande rigueur budgétaire, que ce soit sur les télécoms que sur d'autres postes. Aujourd'hui, demain aura lieu le congrès des maires. Il y a un sujet qui concerne toutes les collectivités, c'est l'augmentation des coûts, c'est l'inflation. Ça nous concerne tous à titre privé, mais ça concerne aussi une collectivité de 144 personnes, 123 équivalents temps plein. Donc effectivement, on a des dépenses qui augmentent, mais j'insiste, notre principale dépense, notre principal souci, c'est le maintien et réussir à contenir les dépenses énergétiques. 371 000 € de dépenses supplémentaires, c'est énorme. Et on a bon espoir que notre nouveau contrat avec le SDEG nous permette de mieux contenir et de mieux maîtriser ces dépenses-là. Madame Bricbosch. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tout le monde. Moi, je voudrais revenir juste sur ces frais de télécommunication que j'avais notés aussi pour 16 000 €. Monsieur Colombo m'a un peu devancé sur le sujet. Mais par contre, vous ne nous expliquez pas pourquoi vous budgétisez cette somme, qui est quand même relativement importante. Autant les 5 000 €, on peut entendre du personnel, des heures supplémentaires, etc. Mais 16 000 € de frais de télécommunication, c'est justifié par quoi? Voilà. Pourquoi vous budgétisez cette somme, qui est quand même relativement importante, et elle correspond à quoi? C'est des frais de télécommunication fixes, des frais de télécommunication mobiles, c'est de l'Internet, c'est quoi exactement? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un peu tout ça. Ce qui s'est passé cette année, c'est qu'il y a eu une sous-estimation involontaire en fait, puisqu'on a un peu changé on avait une organisation avec maintenant une direction des services informatiques qui avant était raccrochée à la direction au service technique. Donc il y a eu une séparation, et donc dans la séparation et la prévision des budgets, c'était la première année qu'il y avait un budget propre, ce qu'on appelle le DNSI. Et donc l'évaluation du budget a été mal réalisée à cette première opération. Donc on s'est rendu compte effectivement en cours d'année que les sommes n'étaient pas réparties du bon côté. Donc la somme, elle est venue ici tout simplement une erreur d'appréciation et d'estimation, je vous le dis clairement. Donc ça, c'est pas une difficulté. Simplement, comme le disait monsieur Messailly, on va essayer l'année prochaine, et je pense qu'on va être obligé de faire
des économies un petit peu partout, mais par exemple, quand on met un téléphone portable dans le bus pour que les agents puissent, dans le bus scolaire, hein, j'entends, le matin et le soir, on peut se demander comment on faisait avant sans téléphone portable. Aujourd'hui, les téléphones portables sont partout. Chaque fois, ça fait un abonnement de 5 €, 60 € par an. Est-ce qu'on pourra supprimer ça, le limiter? Je ne sais pas. On va regarder un petit peu partout l'année prochaine. Ça va être un budget qui va être très très difficile, puisque là on annonce 300 000 €. Malgré tout, on va essayer de contenir, mais on aura la prévision du syndicat de l'énergie sur l'électricité. Le prix de l'énergie, on ne le saura, on ne le connaîtra qu'au mois de décembre pour l'année prochaine. Donc on est déjà en train de travailler sur le budget. Bon, il sera voté simplement au mois de mars. On sait que beaucoup de communes qui votaient leur budget en fin d'année l'ont reporté, justement comme nous le faisons nous, en début d'année prochaine, pour avoir un peu plus d'éléments. Mais de plus en plus, nous faisons un budget avec une boule de cristal absolue. Hein. Personne ne sait dire quel sera réellement le prix donc, de l'électricité, du gaz l'année prochaine. Voilà. Excusez-moi, mais ma question ne concernait pas ni l'électricité, ni du gaz, ni non, mais rien je du vous tout. ai répondu, je pense, Voilà, sur le... mais oui. Juste, ce que je me dis, c'est 16 000 €. Vous les ajustez pourquoi? Parce que les factures que vous avez eu à payer jusqu'à aujourd'hui, on est quand même mois de novembre, sont largement dépassées par rapport au budget prévisionnel que vous aviez. Oui, c'est ça. Et pourquoi elles sont largement dépassées? Parce que vous l'expliquez, c'est que la prévision que nous avons faite sur ce plan-là n'était pas la bonne, tout simplement. On a fait une mauvaise prévision. Excusez-moi, votre budget, autant on ne peut pas maîtriser complètement la consommation d'électricité ou la consommation de gaz en fonction de la température, l'hiver, machin, truc, je veux bien tout, ni les augmentations. La téléphonie, c'est quand même quelque chose où les tarifs n'ont pas forcément évolué et n'ont pas été plus importants cette année que l'année précédente. Donc j'imagine, je n'étais pas dans votre budget, j'imagine que quand vous avez fait votre budget frais de télécom, vous êtes basé sur les consommations et les factures de l'année précédente. Donc là, vous nous annoncez 16 000 € de plus. Je me dis quand même, 16 000 €, c'est une somme, c'est pas rien. Voilà, juste sur de la télécommunication, c'est-à-dire que des frais de téléphone, d'Internet. Alors que ça n'a pas évolué. Les prix n'ont pas évolué, ça n'a pas changé. On ne paye pas plus cher les abonnements téléphoniques en 2022 qu'on les payait en 2021. Voilà. Donc c'est juste cette question que je me pose. Comment on peut dire au mois de novembre, j'ai 16 000 € à mettre dans le budget supplémentaire, alors que normalement, il n'y a pas grande différence avec l'année précédente. Sauf si vous avez attribué plus de téléphones portables, plus de... C'est la question que moi je vous pose, c'est tout. J'en pose pas d'autres. Pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qui justifie je vous redis la réponse, c'est que l'estimation n'a pas été correctement faite entre le passage de témoins ou d'organisation fait que dans la répartition des budgets et des enveloppes, il y a une enveloppe qui a été oubliée simplement. Donc effectivement, on ne s'est pas mis finalement à délivrer des téléphones portables à tout le monde. Le périmètre est le même. Après, il y a quelques augmentations probablement des tarifs, mais c'est simplement une erreur comme dit, purement technique d'affectation des crédits à cet endroit-là. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication. Oui, c'est une erreur d'affectation de crédit dans l'estimation du budget. Voilà. Ok. Très bien, merci beaucoup. Oui, Monsieur Colombo. Oui, j'ai rebondi un petit peu. Alors effectivement, on entend l'explication, sauf qu'il me semble qu'au budget, le budget communication, le poste communication n'avait pas diminué. Donc il augmente de 16 000 €, donc il n'y avait rien d'oublié. Enfin, je ne comprends pas trop. Mais passons. Je voudrais rebondir aussi sur le chapitre du charge de personnel. Vous nous dites qu'il y a eu des heures supplémentaires et aussi de l'absentéisme, des gens malades. Et nous avions posé une question, nous avons demandé des chiffres, on n'a pas eu les réponses pour ce soir. Et on vous demandait le taux d'absentéisme sur la commune des agents, pour savoir quel était le taux d'absentéisme. La question du taux d'absentéisme, vous voudrez bien nous préciser sur quelle période? Est-ce que vous voulez sur cette année, Alors sur l'année 2022, je peux vous répondre. Le taux, déjà 2021 n'est pas encore calculé, il se calcule une fois que l'année est terminée. Les personnels sont particulièrement chargés, surtout dans le secteur RH, et donc le bilan social donnera ces éléments-là, et le bilan social doit paraître d'ici la fin de l'année, j'espère, 2022, pour les chiffres donc, de 2021. Et donc pour ce 2022, il faudra attendre le bilan social de l'année d'après. On n'a pas aujourd'hui des systèmes suffisamment informatisés pour suivre les taux d'absentéisme, sachant que les taux d'absentéisme, quand il y a des événements, par exemple comme en 2020 avec la crise Covid,
que l'on a encore aujourd'hui. Hein. La semaine dernière, on a eu 3 personnes dans le même bureau à l'accueil, dont une personne avait le Covid, bien sûr, les autres se sont testés, tout le monde avait le Covid. Donc là, on a des taux d'absentéisme qui effectivement explosent liés à la crise Covid notamment. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions sur le budget, pardon, nous allons pouvoir passer au vote. Donc, qui est contre cette décision modificative? Donc, 8 voix. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Donc, 21. Donc, la délibération modificative numéro 2 est adoptée. Je vous en remercie. Donc, Monsieur Messier, il faut quand même mettre au vote, je sais que vous l'avez présenté, mais mettre au vote la délibération suivante. Donc, sur les pertes de créances irrécouvrables, je vous demande de la reciter très, très rapidement, au moins le montant. Alors, merci Monsieur le maire. Le montant, c'est le même, évidemment. Hein, c'est 1285,19 €. Les dépenses éteintes, les créances éteintes sont celles que j'ai définies dans la précédente délibération. C'est je le répète, hein, c'est des créances qu'on ne peut pas recouvrer nous-mêmes et qui s'imposent à nous par une décision extérieure. Donc, c'est des dépenses de cantine que le comptable public n'a pas réussi à recouvrer. C'est des surendettements que la justice... c'est des dettes que la justice annule et donc qui s'imposent à nous. Donc, pour une commune comme la nôtre, avec quelques 13 millions d'euros de budget de fonctionnement, il faut tous les ans, malgré tout, voter des créances éteintes. Et cette année, elles sont de 1 200 €. 85 et 19 centimes. Et donc effectivement, c'est un prend acte. De prendre acte et non pas de prendre acte de ces créances éteintes parce qu'on n'a aucune marge de manœuvre. Bien, merci. Donc il n'y a pas de vote effectivement puisque on prend acte, le conseil municipal prend acte de cette délibération. Donc je vais présenter la délibération suivante donc qui concerne l'extinction de l'éclairage public. Alors, donc, nous vous proposons, pour aller droit au but, hein, une extinction de nuit, donc partielle, sur la période de 23h30 à 5h30 du matin, à compter donc du 1er décembre. Donc nous avons débattu de cette proposition en commission du 8 novembre dernier. J'avais consulté auparavant donc, les groupes d'opposition, et tous les conseillers municipaux d'ailleurs. Donc ce qui est prévu, c'est d'installer des panneaux d'avertissement et d'information aux entrées principales de la commune à partir du 1er décembre ou dans les jours qui vont suivre, dès qu'on aura, puisqu'il fallait bien acter d'abord cette... si nous l'actons aussi aujourd'hui en conseil municipal, il faudra ensuite installer des panneaux d'information avec les horaires précis. Donc c'est pour ça qu'il est difficile de commander de toute façon les panneaux à l'avance tant qu'on n'a pas décidé sur les horaires et décidé non plus d'approuver cette délibération. Je précise que, je l'avais déjà dit, il y a environ 15% des lampadaires qui aujourd'hui ne sont pas équipés d'horloge astronomique, donc pour lesquels il n'est pas possible de faire une extinction de nuit. C'est-à-dire que les lampadaires s'allument à la tombée de la nuit et s'éteignent le lendemain à la tombée du jour. Mais ce sera progressivement réglé d'ici le mois de mars, puisque tous les lampadaires seront en horloge astronomique. Je précise aussi que les lampadaires des zones privées, soit des lotissements qui n'ont pas été rétrocédés, soit dans les résidences purement privées, soit de bailleurs sociaux, soit de colotis, donc pourront ou pas rester allumés, mais là ce n'est pas du domaine public. Donc je préviens les citoyens que par endroit il y aura effectivement, même au-delà du 1er décembre, parfois la nuit des secteurs qui resteront éclairés, mais ça ce sera au bon vouloir des résidences privées ou des lotissements qui n'ont pas rétrocédé leurs éclairages. Je précise que le passage en LED, donc, je le rappelle, est un investissement qui, pour moi, est extrêmement rentable, puisqu'il permet, dans la configuration que je vous avais déjà présentée l'année dernière lors de cet investissement, une réduction qui était de 68% de la consommation d'électricité liée à l'éclairage public. Si on y ajoute l'extinction de nuit, ce qu'on avait imaginé initialement, alors qu'on n'était pas encore dans cette crise énergétique aussi forte, c'était donc une réduction à partir des LED, une réduction la nuit de 50%. Là, si on éteint de nuit, on rajoute donc une
une économie puisqu'on arrive à réduire au total de 80% la consommation d'électricité. Donc au tarif 2022, cela représente une économie annuelle qui aurait été de 81 000 euros par an sans l'extinction de nuit et qui passe à 94 200 euros par an, sont les estimations, avec l'extinction de 6 heures par nuit. Je dis bien au tarif 2022, c'est-à-dire que si l'électricité triple comme ça nous est annoncé, ça veut dire que l'économie sera bien plus importante. Donc sur la maintenance annuelle, on passerait donc de 60 000 euros à 25 000 euros de maintenance annuelle avec les LED, soit un gain de 35 000 euros par an. Donc au total, si on ajoute l'économie sur l'électricité pure de consommation électrique plus l'économie sur la maintenance, on a environ 130 000 euros par an d'économie, ce qui nous permet d'amortir l'emprunt lié à cet investissement de 890 000 euros, vous l'avez vu dans la décision modificative numéro 2, ce qui nous permet donc d'amortir ça en moins de 10 ans. Et plus le prix de l'électricité augmentera, puisqu'on estime qu'il sera de 3 fois supérieur en 2023, mais peut-être que dans les années à venir, on ne sait pas quel sera le contrôle sur l'électricité. Donc plus le coût de l'électricité augmente, évidemment, plus cet investissement aurait été rentable. Concernant les subventions, donc une subvention, là nous passons par le syndicat départemental de l'énergie, le SDEG. Donc c'est le SDEG qui récupère ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie et qui les revend et nous cède donc 70% donc, de la subvention liée à ces économies, enfin, sous forme d'une subvention, c'est C2E. Donc l'ordre de grandeur aujourd'hui c'est 72 000 euros qui est attendu, mais il faut que ce sera attendu seulement au mieux en 2024, puisque la vente de ces certificats d'énergie, d'une part, doit se faire une fois que l'installation est terminée, donc au mois de mars, et c'est pour l'année N+1. Donc c'est normalement en 2024 qu'on aura cet amortissement, donc qui vient en plus de l'économie déjà de la rentabilité. Il y a un intérêt évident pour la biodiversité, puisque le fait d'éteindre de nuit donc, permet aux animaux nocturnes de vivre et de dormir aussi. Un intérêt pour les riverains aussi qui ont un lampadaire sous leur fenêtre. J'ai eu beaucoup de riverains qui me disent « vous avez installé des LED, mais c'est trop violent ». Donc on pourra aussi abaisser, lorsqu'on aura la télégestion, on pourra aussi abaisser l'intensité lumineuse à d'autres créneaux. Donc peut-être que si des riverains nous indiquent, comme c'est le cas, que l'intensité semble trop forte, bien que les lampes qui ont été installées sont plus favorables pour la biodiversité, mais on a cette impression-là, donc on pourra baisser l'intensité lumineuse au-dessus, ce qui fera aussi baisser la consommation d'énergie une fois de plus. Concernant le passage de bus, nous avons étudié ça. Il n'y a qu'une seule ligne qui peut fonctionner la nuit. À Artigues, c'est la ligne Flexo 51. Et les statistiques que nous avons, c'est à peine 3 personnes par mois, 3 voyages par mois. Et on n'est même pas sûr en plus qu'elles arrivent jusqu'à Artigues. C'est une possibilité, c'est des lignes très particulières où c'est à la demande. Donc il y a très peu de difficultés de ce côté-là. Je rappelle que 13 villes sur 28 de la métropole sont déjà passées depuis plusieurs années en extinction de nuit et que par cohérence, il était convenu que toutes les villes de la métropole aillent dans ce sens-là. Je veux aussi qu'une grande ville comme Pessac, par exemple, va étendre son extinction de nuit. Il va passer, je crois qu'avant c'était 1h, 5h, il va passer de minuit à 6h du matin. Et Bordeaux même va éteindre son territoire, 55% de son territoire à partir du 1er janvier. Concernant la notion d'insécurité qu'on pourra avoir, l'expérience des villes comme celle de Bègles, par exemple, indique qu'au contraire, il n'y a pas d'augmentation de l'insécurité et qu'au contraire, il y a moins de rassemblements de nuit. Ma crainte aussi, c'est que si nous étions la seule ville à ne pas faire cette extinction de nuit alors que toutes les autres y passent, nous risquerions d'avoir au contraire une concentration des rassemblements la nuit dans les points d'éclairage. Donc je pense que c'est aussi un élément à prendre en compte. Donc en conclusion de cette proposition, mon exposé, moi je vous propose donc cette extinction de 23h30 à 5h30, sachant que nous pourrons les faire varier à la demande avec la télégestion, donc ça après le mois de mars, mais M. Verdon nous en dira un petit mot sur l'avancement de l'installation des LED, et notamment en cas d'urgence ou pour certaines occasions, comme on l'a noté dans la délibération, le 31 décembre ou le 14 juillet, encore une fois que ce système de télégestion sera activé.
Je passe juste un mot, la parole à Monsieur Verdon qui fait un point sur le calendrier d'avancement des LED. Et puis après, bien sûr, j'ouvre le débat et je vous passerai la parole. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc pour l'éclairage public, l'éclairage routier, donc, nous sommes à 90% de fait. Donc il reste 10%, mais ça va aller assez vite. Et après, pour l'éclairage résidentiel lotissement, on est à 80%. Donc l'éclairage routier sera fait fin janvier et normalement, enfin logiquement, l'éclairage résidentiel et lotissement sera fini mars. Voilà, c'est tout. Merci. Bien, y a-t-il des interventions, des questions? Monsieur Cholet, puis Monsieur Colombo. Monsieur Cholet d'abord. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais reprendre les éléments qu'on avait abordés, Monsieur le maire, en commission, rapidement. Cette histoire de sécurité, on est très inquiet de notre côté, même si effectivement vous avancez des arguments. Je vous avais sollicité pour éventuellement solliciter également les entreprises, vous vous souvenez, même si c'est du domaine du privé, puisqu'en fin de compte, la commune joue le jeu. Est-ce que ce ne serait pas aussi un engagement citoyen des entreprises d'essayer de réguler leur consommation électrique? On a beaucoup d'entreprises, je pense à la zone FEDO, commerciale ou non. Peut-être que ça serait opportun de les solliciter un courrier de votre part. On en avait parlé, Monsieur le maire, à ce titre. Et puis j'ai une question, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a des éclairages à l'occasion des fêtes de fin d'année qui sont prévus ou pas? Est-ce que vous envisagez d'allumer ou pas? Voilà, c'était en ce sens. Et puis, j'insiste sur les entreprises parce que ça se fait ailleurs, hein. Ça se fait dans d'autres villes qui alors, s'éteignent plus tard, rallument plus tôt. En tout cas, je pense que cet acte citoyen, il doit être partagé. Alors, je vais répondre à la deuxième question d'abord. Donc, sur l'éclairage de fin d'année, l'éclairage de fin d'année se fait essentiellement avec des LED. Et comme il est couplé sur l'éclairage, sur l'extinction de nuit, de toute façon la période de fête sera réduite puisque une fois que le lampadaire est coupé à 23h30, les LED, Monsieur Verdon, je pense qu'on est d'accord là-dessus, s'éteindront aussi. Donc déjà on aura une limitation de la consommation d'énergie. Ça consomme très faiblement de toute façon ces systèmes de LED donc sur une période courte et on n'a pas pu limiter l'installation, je n'ai pas la date en tête, mais je crois que c'est à partir de début décembre, assez rapidement. Oui. On n'a pas pu limiter la première date puisque c'était déjà programmé et qu'on loue ces matériels-là, donc d'éclairage, je cherche le terme, de Noël, les éclairages de Noël. On les loue à une entreprise qui avait un certain planning et donc elle ne pouvait pas non plus tout décaler le planning dans ce sens-là. Elle a pu par contre donc elle n'a pas pu le décaler à l'installation, mais à la dépose, ce sera déposé un petit peu plus tôt. Peut-être que M. Verdon, je passe la parole à M. Verdon pour compléter ma réponse. Oui, c'est exact. Normalement, fin janvier, c'est enlevé. Et donc le deuxième point, oui, sur le courrier aux entreprises. Alors j'ai remarqué d'ailleurs que dans le secteur FEDO, donc le nouveau supermarché qui est installé, donc Intermarché, a très très peu finalement d'éclairage la nuit. Je suis passé il n'y a pas très longtemps, c'est très très faible. Je crois qu'ils ont aussi alimenté leur secteur leur éclairage par des panneaux solaires, puisque c'est ce qu'on voit. Donc je pense que l'extinction est faible. Les entreprises commencent aujourd'hui à recevoir leurs factures d'énergie, la plupart, donc je pense que beaucoup d'entreprises vont très naturellement venir à faire ces efforts-là. Voilà, les entreprises comme les collectivités n'ont pas le bouclier tarifaire qui est appliqué, alors même si j'ai entendu que l'État allait ouvrir un fonds pour y remédier ou pour atténuer en tout cas. Donc je pense que très naturellement les entreprises vont venir, mais effectivement je reste favorable et on va consulter via notamment le club des entreprises d'Artigues, hein, avec qui nous sommes partenaires, donc lancer cette proposition. Enfin je retiens votre proposition évidemment. Monsieur Colombo. Oui, merci Monsieur le maire. Nous n'avons pas pu participer au débat lors de la commission puisque nous avons encore des soucis de communication sur les mails, donc on a su tardivement qu'il y avait les commissions. Donc on va se permettre de donner notre avis ce soir. De toute façon, le débat, c'est mieux qu'il soit lors du Conseil. L'extinction des lumières, en plus à 23h30, c'est encore plus tôt que prévu. On vient de passer au LED. Contrairement aux lampes à décharge électrique, on économise déjà 70%, vous l'avez dit.
il y avait une autre possibilité, puisque les LED nous offrent un panel de possibilités, c'est de baisser l'intensité. On peut baisser l'intensité pendant cette plage horaire jusqu'à 70% de l'intensité, ce qui permet quand même de maintenir 30% d'éclairage, et ça permet d'économiser pas autant que forcément, puisqu'il reste 30% de consommation supplémentaire, mais sur 25 000 euros, c'est pas non plus, c'est pas ce poste qui va mettre à mal les finances de la commune. Et ça permet, parce que contrairement à ce que vous avez pu dire, le sentiment d'insécurité, il est important. Vous confondez le sentiment d'insécurité et l'insécurité. L'insécurité, il n'y a pas eu d'études qui ont démontré ni dans un sens ni dans l'autre, donc on ne va pas parler de sécurité ou de ça, mais on va parler du sentiment d'insécurité. Et le sentiment d'insécurité, partout où ça a été fait, le sentiment d'insécurité des habitants, il augmente. Parce que forcément, se promener dans le noir, surtout en zone rurale comme nous, puisqu'on est en périurbain, on n'est pas en urbain, il y a encore moins d'éclairage d'habitation qui éclaire la route. Donc on va se retrouver avec des rues carrément plongées dans le noir à partir de 23h30 jusqu'à 5h du matin. Ça posait problème, sachant que, vous l'avez dit aussi, il y a une ligne de bus, effectivement, très peu fréquentée, parce que c'est une ligne à la demande à partir de Virecourt. Donc forcément, ce n'est pas très accessible, mais il y a quand même des jeunes qui le font, qui le prennent. Et à partir de 2023, il va être lancé les lignes Flex Night. Flex Night, c'est des lignes de bus du jeudi, vendredi, samedi, dimanche, qui partiront des quinconces, et qui partiront à 2h du matin et à 4h du matin, pour pouvoir accompagner les jeunes qui sortent et pouvoir. Il vaut mieux les éviter dans les voitures sur la route et les avoir dans les transports en commun, sauf qu'ils vont arriver dans les communes, puisqu'il y aura des départs pour toutes les communes de la métropole, ce qui va permettre à beaucoup de jeunes de pouvoir sortir, mais ils vont arriver dans la commune, plongés dans le noir. Et on va les avoir sur les trottoirs, pas forcément dans un état plutôt festif et plutôt joyeux, et donc ça peut poser problème. Donc on aurait pu commencer par faire une extinction, une baisse d'intensité, puisque les LED nous le permettaient, pour pouvoir faire un premier bilan. Et en plus, on est une des communes qui commençons le plus tôt, 23h30, hein, c'est très tôt, hein, à éteindre carrément les éclairages publics. Alors, il était, au contraire, aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité, puisque le système n'est pas encore totalement déployé, de faire l'abaissement d'intensité. Nous pourrons le faire à partir du mois de mars. Donc, on verra ce que ça va donner, puisque du coup, on est dans une forme d'expérimentation que l'on va mettre en place là. Aujourd'hui, il n'y a pas le Flex Night, c'est la période d'hiver. Je pense qu'on a peu de gens qui se promènent la nuit entre minuit et 5h du matin dans les rues d'Artigues. Donc voilà, on verra bien, sachant qu'on peut aussi avoir, on le voit dans les divers reportages que l'on voit, des gens qui ont une lampe frontale, qui a une lampe torche. Voilà, tous les quartiers de la commune ne sont pas éclairés avec une intensité forte. Donc moi je ne ferme pas la porte à ce qu'on revienne dessus, effectivement, si le Flex Night sur les lignes, sur quelques endroits comme vous l'indiquez, on verra ce que ça donne. Moi je pense par contre au niveau de l'énergie, il faut tout faire pour limiter la consommation d'énergie. Voilà. Donc chaque fois qu'on pourra le faire, aujourd'hui 10%, je vous indique que c'était 13 000 euros économisés au tarif 2022, 13 000 x 3, puisque si le prix de l'électricité multiplié par 3, ce qui sera probablement le cas, on est déjà à 3 x 13, je fais le calcul, car on aurait près de 40 000 euros. Voilà, donc je pense que 40 000 euros, ce n'est pas négligeable pour la commune. C'est ce qu'on donne globalement, c'est le budget, Madame Brochard, des associations, par exemple. Voilà. Donc je pense qu'on ne peut pas se passer aujourd'hui de faire des économies, donc il faut les faire. Bon, je ne vais pas refaire tous les débats, on a écouté votre explication sur le sentiment d'insécurité. Je vous dis, les grandes villes de la métropole, Pessac, Mérignac, Talence, etc., ils sont passés depuis très longtemps. Je ne pense pas qu'il y a des... Et très peu reviennent. Le SDEG, nous, qui passe depuis longtemps, et beaucoup de communes le font, et d'autres l'ont fait avant nous, on fait ça depuis longtemps, et il n'y a pas non plus une explosion ni d'insécurité, ni du sentiment d'insécurité. Alors, voilà, j'appelle plutôt les élus ici à ne pas aller toujours dans le sens de l'insécurité. On a assez de mauvaises nouvelles qui nous viennent tous les jours dans les divers réseaux sociaux ou autres. Je pense que voilà, il n'y a pas non plus à s'inquiéter outre mesure sur ce sujet-là. Et puis bon, encore une fois, on a entendu vos explications, j'ai entendu les arguments de l'autre groupe d'opposition.
et de mes collègues du conseil municipal. On a aussi débattu au sein du groupe majoritaire sur la plage horaire. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est figé et définitif, puisqu'on pourra y revenir une fois que le système sera complètement déployé. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Pas d'autres questions. Alors, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 2 abstentions. Donc, qui est pour? Merci. Donc, à la majorité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Alors, la délibération suivante, oui, elle concerne la création. C'est la classique délibération annuelle qui crée des postes d'agents non titulaires pour l'accroissement temporaire d'activité au titre de 2023. Donc, on a exposé aussi ce sujet-là en commission. Je crois qu'il n'y a pas eu d'échange ou de débat particulier. C'est quelque chose de récurrent pour notre collectivité. Si on veut augmenter temporairement un secteur d'activité, on peut le faire, soit sur un projet particulier ou autre. Avez-vous des questions sur cette délibération, somme toute assez administrative? Non. Écoutez, je vous propose de la mettre au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, à l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Donc, délibération suivante. Donc, qui autorise le recours. Alors, cette délibération avant était regroupée, je le précise, avec la délibération précédente. Cette fois-ci, nous pouvons prendre une délibération qui sera illimitée dans le temps, ce qui nous évitera de la repasser tous les ans pour cette partie-là. Donc là aussi, cette délibération permet de recruter des agents contractuels pour remplacer des agents publics qui seraient momentanément indisponibles. Donc là, les différentes cadres d'emploi sont exposés dans la délibération: filière administrative, technique, médico-sociale, animation, culturelle ou police municipale. Voilà. Donc, y a-t-il des questions sur cette délibération? Donc, pas de questions. Nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Alors, la délibération suivante, elle concerne, je vais la présenter aussi, la mise à jour du tableau des effectifs. Donc, elle concerne simplement un poste, donc suite à la mutation d'un agent ATSEM en octobre 2022 et le recrutement d'un agent remplaçant qui était non titulaire du concours. Donc, on est obligé d'adapter le poste, puisque si on avait eu un agent titulaire du concours, on aurait pu le positionner sur le poste existant. Là, on doit supprimer le poste dit d'ATSEM et créer un poste d'agent technique territorial. Voilà, donc c'est la seule évolution de ce tableau des effectifs. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Bien, je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Et enfin, en tout cas en ce qui me concerne, la délibération donc numéro 89 qui est relative à l'adoption du règlement intérieur du temps de travail et de ses annexes. Alors, l'origine de cette délibération est liée essentiellement à un courrier que nous avons reçu de la préfecture cet été, et donc qui nous demandait, voilà, c'est un courrier du 18 août, sur lequel la préfecture nous demandait de revoir notre organisation du temps de travail, puisque depuis le règlement intérieur qui avait été adopté en décembre 2017, ce règlement intérieur prévoyait l'octroi de 2 jours ponts qui étaient contraires aux dispositions réglementaires. Voilà, donc ces 2 jours n'avaient pas de base réglementaire, et donc nous avons été contraints par la préfecture de revenir sur ces 2 jours de temps de travail. Donc nous avons aussi profité de la remise à jour de ce règlement intérieur pour rebalayer un peu quelques points, comme voilà, remettre à jour le tableau des horaires en fonction des réorganisations qui avaient lieu entre 2017 et aujourd'hui. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui, Monsieur Colombo.
Oui, merci Monsieur le maire. J'aurais voulu connaître l'avis du comité technique qui s'était réuni le 11 octobre, savoir qu'est-ce qu'en pensaient les agents. Alors, c'est un avis favorable du comité technique. Les agents. Les agents, les représentants du personnel ne sont pas présentés à ce comité technique. D'accord, oui, c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait, puisqu'ils ne se présentent plus, parce qu'il y a des difficultés au sein de la municipalité. Ce qui est fort regrettable, puisque maintenant, on ne connaît pas justement leur avis. Donc, ça devient compliqué. Vous avez terminé votre intervention, Oui. Monsieur Colombo. Vous savez qu'il y a des élections le 8 décembre, donc je pense que la période nous impose d'avoir un certain droit de réserve, une obligation de réserve concernant donc les représentants du personnel en cette période. Donc on pourra évoquer différents sujets au-delà du 8 décembre, mais aujourd'hui, voilà, on est en période électorale pour les élections, donc je pense qu'il n'est pas opportun d'apporter des éléments concernant les représentants du personnel. En tout cas, ce n'est pas ma volonté. Y a-t-il d'autres questions? Une petite question sur le règlement intérieur, puisque sur l'article 25 sur le droit de grève, il est expliqué qu'il y aura une mise à jour, un protocole d'encadrement qui viendra prochainement compléter ce règlement intérieur. Pour quelle raison il n'a pas été fait en même temps? Ça aurait été judicieux de le faire en même temps et pas revenir une deuxième fois sur l'exercice. C'est la troisième fois qu'on s'y penchera dessus. Le sujet n'était pas encore tout à fait mature, j'allais dire, pour avancer sur ce sujet donc du droit de grève, de l'encadrement du droit de grève. Donc on a décidé de le reporter à une date ultérieure, avec notamment, nous avons préféré attendre la nouvelle élection des représentants du personnel pour le traiter avec eux. Oui, effectivement, c'est compliqué de discuter, enfin d'établir ce genre de choses si on n'a personne en face pour discuter et le négocier. D'où je comprends maintenant l'intérêt d'attendre les prochaines élections. Mais je ne suis pas sûr que ça résout le problème. Merci d'avoir respecté, comme je vous le demandais, les éléments d'appréciation sur les personnels. Mais je vois que ce n'est pas votre votre attitude. Bon, je vous propose donc, s'il n'y a pas d'autres questions, de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est pour? Merci. Donc, à la majorité, la délibération est adoptée. Alors, je passe maintenant la parole à Monsieur Lureau pour la délibération 90. Alors, cette délibération a trait au passage inférieur sous la nationale 89 entre l'avenue du Pérou et l'avenue du Périgord. Vous le savez, ce passage inférieur a été requalifié pour permettre le passage des cyclistes et des PMR. Voilà, il s'agit dans cette délibération de répartir la charge de l'entretien des différents ouvrages, sachant que l'ouvrage n'est pas encore réceptionné, il est seulement mis à disposition. Il manque la transmission de 2 documents qui sont le DIO, donc dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, et le DOE, dossier des ouvrages exécutés. Quand ça sera fait, il sera complètement réceptionné. Pour l'instant, c'est une mise à disposition, ce qui ne change rien sur la délibération qu'on a traitée aujourd'hui. Globalement, la répartition est la suivante. Tout ce qui a trait à la structure de la nationale 89, que ce soit les murs rideaux, les pales planches, les talutages et la structure de la nationale elle-même, est géré par l'État, bien entendu. Tout ce qui a trait au passage inférieur, qui est structurel, ce sont les rampes, les escaliers, les murets, tout ça sera géré par Bordeaux Métropole, ne revient à la charge de la commune que les lampadaires encastrés et les espaces verts qui sont côté avenue du Pérou. Voilà. Donc une répartition, somme toute, très, très classique de la gestion de ce type d'ouvrage. Voilà l'objet de la délibération. Avez-vous des questions? Pardon, monsieur le maire. Je vous en prie. Donc, y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, pas de questions? Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Alors, délibération suivante, je passe la parole à Madame Brochard pour la 91.
Bonsoir. Donc, moi, je vais vous parler du chèque carte. Je vous rappelle qu'il est destiné à faciliter l'inscription des jeunes artigués âgés de 4 à 18 ans dans des associations sportives ou culturelles. La réduction individualisée d'une valeur de 20 euros. L'enveloppe réservée au chèque carte s'est élevée à 7 000 euros. Donc, les premiers versements. La CMM, c'est 2 coupons, 40 euros. Handball, 7 coupons, 140 euros. Dojo Artigué, 48 coupons, 960 euros. Tennis Club d'Artigues, 76 coupons, 1520 euros. Gymnastique volontaire d'Artigues, 4 coupons, 80 euros. Football Club Rive Droite, 62 coupons, 1240 euros. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser le remboursement des sommes indiquées dans la présente délibération aux associations. Merci Madame Brochard. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, je n'en vois pas. Écoutez, je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération est adoptée et je vous en remercie. Merci Madame Brochard. Je passe la parole à Madame Lesbat pour la 92. Alors, cette délibération concerne la signature d'une convention avec l'IDAC, qui est l'Institut départemental pour le développement artistique et culturel. Alors l'IDAC soutient les communes qui soutiennent à la création, c'est-à-dire en particulier à l'accueil en résidence, à la médiation auprès des jeunes, c'est-à-dire auprès des scolaires en priorité, qui valorise les compagnies locales, ce que nous faisons aussi, la diversité culturelle ainsi que la culture pour tous. Donc là, concernant ce deuxième semestre, nous sommes concernés par un financement de 2 spectacles et de 3 représentations. Un des spectacles correspond au ballet aérien que vous avez pu voir peut-être pour les 20 ans de la médiathèque avec Tango Nomade. Et un autre spectacle où il y a eu 2 représentations la semaine dernière, qui a cru Kenneth Arnold avec la compagnie Osso, avec une médiation auprès, là aussi, du collège Jean Jaurès, auprès de 3 classes, dont une classe allophone. Voilà. L'ensemble de ces 3 représentations a un coût de 9 650 euros et l'IDAC nous aide à la hauteur de 4 434 euros. Merci Madame Lesbat. Y a-t-il des questions? Non, je n'en vois pas. Écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Et donc, pour la dernière délibération du Conseil, c'est Madame Lesbat à nouveau. Là, ça concerne le prêt de vélo à assistance électrique. Donc, depuis 1 an, nous avons mis en place ce prêt. Donc, maintenant, cette délibération sert aussi à faire un point sur ce type d'action. Donc nous avons pu prêter, alors sur des durées de 2 mois, je le rappelle, 5 vélos. La règle était que les personnes devaient se déplacer au moins 6 km en tout, pour aller soit au travail, soit aller à l'université pour les plus jeunes. Donc 20 personnes ont été concernées, il y a eu une grande majorité de femmes qui ont été intéressées. Ça correspond à 5600 km qui ont été parcourus, donc avec une économie évidemment d'émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas eu, pour ainsi dire, de casse, mis à part une béquille, pas d'accident, et pour la plupart des personnes qui ont emprunté ces vélos, le désir d'acheter un vélo électrique. Donc cette délibération, c'est pour renouveler ce dispositif en l'améliorant parce qu'il y a eu des demandes d'un certain nombre de personnes, en particulier de jeunes retraités, enfin jeunes retraités, on est tous jeunes, qui pourraient être intéressants, des chômeurs, des personnes qui se déplacent de façon régulière, même s'ils sont sans emploi. Je pense à des gens qui travaillent de façon quotidienne dans des associations et qui seraient intéressés. Donc nous avons décidé de l'ouvrir au moins pour un vélo sur les 5 à des personnes et de s'adapter aussi aux demandes. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Colombo.
Oui, merci, monsieur le maire. C'est une très bonne initiative qu'on a validée déjà l'année dernière. C'est une très bonne chose. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est que la mobilité alternative, c'est une prérogative métropolitaine, en particulier. Il existe la MAMA, qui est métropolitain, qui prête déjà des vélos dans le même principe. On a le free floating maintenant qui est arrivé. On a il va arriver. Qui va arriver. On ne sait pas si on a vraiment envie de le voir arriver. Et on a également aussi, par l'intermédiaire de TBM, les véhicules électriques avec des prêts aussi et des locations. Donc ça fait plus chaque commune qui développe aussi son système. Et est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de développer un vrai système métropolitain commun qui permettrait aussi d'avoir des vélos, peut-être développer un achat de vélos moins cher? Ça permettrait de grouper, d'avoir un service plus métropolitain, mais c'est quand même un service que nous encourageons parce que ça va dans le bon sens. Mais la réflexion pourrait quand même être poussée plus loin. Nous sommes, on est la seule commune sur les 28 à faire un prêt de vélo et on n'a pas prévu d'en acheter des supplémentaires. Hein, donc on reste avec nos 5 vélos et on maintient ce prêt de vélo encore au moins pour une année. Voilà. Non, mais c'est très bien. En plus, ça développe l'idée, mais à développer quand même aussi. Enfin, j'encourage Monsieur le maire, vice-président métropole, aussi de pousser à développer ça au niveau métropolitain pour encourager à ce que ça soit fait et qu'il y ait plus de citoyens de la métropole qui puissent s'y mettre. Et ça serait beaucoup plus intéressant. Merci. Il est prévu dans le cadre de la nouvelle délégation de services publics, TBM aussi, d'avoir une mise à disposition, une location longue durée de vélo. Donc c'est prévu aussi. Donc néanmoins, nous étions un petit peu en avance de phase sur les vélos, donc nous les gardons, mais si on se rend compte que le service n'était plus utilisé, il pourrait être tout à fait réintégré au service des employés communaux, puisque nous avons, je crois, 3 vélos aussi à assistance électrique. Donc ça peut être un petit peu juste. Donc voilà. Mais bien sûr, tous les efforts qui peuvent être faits pour développer les mobilités douces, pour nous, sont évidemment très importants. Y a-t-il d'autres questions? Non, je n'en vois pas, donc je vous propose de passer au vote de cette délibération. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Et je vous en remercie. Mais écoutez, je vais vous proposer de clore ce... Vous avez une question, Monsieur Colombo? Oui, lorsque j'ai écrit au directeur de cabinet pour lui poser des questions, avoir des informations, j'ai dit que nous allions faire une déclaration aussi pour proposer une motion pour la Poste. Mais vous ne m'avez pas remis de motion en début de conseil, Monsieur Colombo, donc elle est là, mais elle est là. J'aurais préféré que vous... Et puis si vous proposez une motion, je veux aussi que... Non, la motion n'est pas à voter ce soir. Je fais une déclaration et je vous propose qu'on puisse voter une motion au prochain conseil municipal. Mais il n'aurait pas été plus simple de proposer aussi la motion en amont, que l'on puisse effectivement la traiter, puisque là aujourd'hui vous allez présenter une motion. Non, je ne présente pas la motion, je vous fais une déclaration, je vous donne la motion et vous la présenterez si vous voulez, on la présentera au prochain conseil le mois prochain. Bon, on verra effectivement si on présente une motion, mais je pense que le mieux c'est quand même de présenter. La règle, Monsieur Colombo, c'est que si ça s'inscrit dans la perspective des questions orales, c'est que la règle vaut, tel que c'est écrit au règlement intérieur, vous le savez, c'est que le texte de la question orale est présenté en amont pour qu'il puisse y avoir une réponse qui soit préparée le cas échéant. Alors, Monsieur le maire, ce n'était pas une question orale, c'est une déclaration, et j'ai écrit quand même au directeur de cabinet pour lui informer et demander aussi des informations où j'ai eu aucun retour. La bienséance aurait voulu, à mon avis, que vous nous fournissiez votre déclaration en avance, puisque dans le cadre d'une question orale, effectivement, vous pouvez tout à fait la lire, même s'il n'y a pas de question formellement. Mais exceptionnellement, Monsieur Colombo, et puis si on arrive proche de la fin de l'année, je vais vous laisser présenter, malgré que vous n'ayez pas joué le jeu de la présenter au conseil municipal. Voilà. Vous m'imposez donc cette déclaration. Et je vais être magnanime et vous laisser nous lire votre déclaration cette fin de conseil. Merci, Monsieur le maire. Donc, déclaration du groupe pour Artigues. Comme annoncé dans le journal municipal, le groupe La Poste, qui a fait un bénéfice net de 883 millions d'euros au premier semestre 2022,
a décidé, dans le cadre de sa politique d'économie, de restreindre l'ouverture du bureau de poste communal à 3 heures par jour, de 14 h à 17 h du lundi au vendredi, et de 9 h à 12 h le samedi. Cette orientation déjà mise en place dans de nombreuses communes consiste à n'ouvrir le bureau de poste que quelques heures par semaine et à le fermer en période de vacances de l'agent affecté à ce service et à ne pas le remplacer en cas d'absence. C'est une situation que les Artiguais et Artiguaises ont déjà malheureusement vécue cet été. Nous pouvons citer la commune d'Ambès qui a subi de nombreuses absences non remplacées, dégradant la qualité du service proposé aux habitants. Cette tendance de réduction des horaires et de non-remplacement des postiers est souvent perçue comme un indicateur augurant d'une prochaine fermeture définitive. À l'heure où la municipalité réfléchit à la création de logements pour seniors, pouvons-nous accepter qu'à très court terme, nous soyons contraints de nous déplacer sur Tresse pour récupérer le courrier ou à Senon-la-Morlette pour la banque postale, puisque le bureau de Dravemont a déjà été sacrifié. En cette période où la très grande majorité de nos concitoyens témoignent de leur attachement aux services publics et de proximité, nous ne pouvons pas nous résigner à une telle décision. Nous souhaitons donc proposer au conseil municipal une motion sur la défense du service public qu'est le service postal, car il n'est de notre devoir de représentants de nos concitoyens de protéger les services publics de proximité, et ce, afin de maintenir le lien social, en particulier par la prise en compte du quotidien des plus fragiles ainsi que celui des personnes âgées, sans pour autant oublier les très nombreuses entreprises de notre territoire. Merci, M. Colombo. Eh bien, écoutez, avant de mettre fin, je voulais remercier les agents publics qui sont présents ici ce soir et qui nous ont aidés à préparer ce conseil municipal. Et merci à toutes et à tous. Et nous aurons certainement un prochain conseil municipal. Je vous demande de noter la date, même s'il y aura une convocation officielle et si on n'a pas d'aléa, le 14 décembre prochain. Merci, le conseil municipal est terminé. Bonne soirée.